Madame la directrice, monsieur le conseiller, mesdames, messieurs les hautes personnalités, mesdames et messieurs les magistrats et les juges consulaires, chers confrères, chères consoeurs, chers amis, je tiens tout d'abord à adresser mes remerciements à chacun des intervenants pour leur regard d'expert partagé avec nous tout au long de la journée. Elle vient de vous être résumée avec le talent que nous connaissons à l'IERDJ, dont le Conseil national des greffiers est membre. Merci également à vous deux, Charlotte et Édouard, d'avoir accepté cette mission d'animation et de nous avoir guidés tout au long de la journée de thème en thème avec beaucoup de relief. Madame la directrice, en charge des professions judiciaires et juridiques, l'an passé, nous avions consacré nos travaux au thème du greffier entrepreneur de confiance du service public. Cette année, nous avons pu projeter les réalisations de notre profession au service de la justice, c'est-à-dire au service de ceux qui l'utilisent et de ceux qui la composent. Les propos matinaux de Monsieur le commissaire européen à la justice ont incarné une conviction. Les technologies ont le potentiel d'améliorer l'accès à la justice en harmonie avec les évolutions sociétales. Ce cadre européen ayant été posé, nous avons pu relever combien la souveraineté juridique et la sécurité juridique sont plus que jamais essentielles pour garantir l'indépendance d'une justice commerciale moderne et efficiente. Je le disais ce matin, les greffiers sont des acteurs engagés et mobilisés au cœur de cette justice. Nous constituons un point d'équilibre entre la transparence de la vie économique et le respect des droits individuels. Nous l'avons vu ce jour, le tribunal digital, créé de toutes pièces par notre profession à l'aide de notre GIE Infogreffe, offre une nouvelle porte d'accès à la justice commerciale, en complément de celle déjà existante. Bien sûr, nous sommes convaincus que l'attractivité économique de notre pays passe par des dispositifs modernes et numériques. Mais nous savons aussi que la proximité territoriale et la dimension humaine demeurent des conditions essentielles du fonctionnement d'une justice qui s'adresse à tous, sans incompréhension, sans éloignement, sans exclusion. Je tiens tout particulièrement à remercier Sophie Jonval, ma prédécesseure, pour avoir rappelé ces fondamentaux ce matin. Et j'en profite aussi pour saluer tout le travail qu'elle a réalisé pour porter haut et fort les couleurs de notre profession avec beaucoup de détermination ces 4 dernières années. Madame la directrice, notre profession ici réunie ne manque pas d'idées ni de dynamisme. Permettez-moi également de remercier mes consoeurs et mes confrères qui œuvrent et qui consacrent du temps et de l'énergie à nos projets nationaux, mais aussi pour leur travail quotidien dans les 141 greffes avec nos 1800 collaborateurs. La dimension humaine de notre profession revêt un caractère important. La NGTC-PLE, présidée par notre confrère Pierre Faure, a signé en début d'année, après 4 années de négociation, une nouvelle convention collective intitulée « Profession réglementée auprès des juridictions ». Le dialogue social et l'écoute de ceux qui œuvrent à nos côtés sont un gage de réussite dans l'accomplissement de nos missions et de nos projets. Ces projets donnent aussi lieu à des échanges très constructifs avec vos services, Madame la directrice, et tous ceux du ministère de la Justice. Il m'importe également de vous le dire et de vous en remercier. Nos actualités des derniers mois furent particulièrement denses. J'évoquerai 3 thèmes principaux. La loi dite confiance dans l'institution judiciaire, les états généraux de la justice et le rayonnement de la France à l'international à travers le rapport du GAFI. Je conclurai mes propos en évoquant la date du 1er janvier 2023 et ses conséquences directes pour les entrepreneurs. Mais avant cela, je me dois de rappeler que Monsieur le garde des Sceaux nous a annoncé le gel des tarifs régissant nos missions pour une période de 2 ans. Cette décision a marqué, pour notre profession, le ralentissement d'une mécanique qui fut particulièrement inquiétante au cours des 6 dernières années, notamment pour les confrères et les consoeurs récemment installés. La nouvelle période ouverte depuis déjà 6 mois nous offre ainsi une respiration pour répondre sereinement à de multiples projets gouvernementaux et proposer nos services à l'État français. Abordons à présent la loi confiance dans l'institution judiciaire. Les textes relatifs à la réforme de la déontologie et de la discipline ont été préparés de concert avec votre sous-direction. Depuis cet été, un collège de déontologie a été institué et je remercie Frédéric Barbin, président honoraire du Conseil national, d'avoir accepté de le présider, ainsi que ma consoeur Françoise Printemps, membre du bureau, et mon confrère Jean-Marc Baens, d'avoir accepté de faire partie de ce collège, sans oublier Stanislas Doucet, membre du bureau qui a participé aux travaux de préfiguration de cette instance.
Elle a d'ailleurs été rapidement mise à contribution pour émettre un avis sur le projet de code de déontologie de notre profession, et son examen est prévu par le Conseil d'État dans le courant de l'automne. En parallèle, une procédure prédisciplinaire est désormais confiée au Conseil national et un service d'enquête et une cour nationale ont été institués. La loi dite Confiance a par ailleurs permis de renforcer les missions du Conseil national en matière de téléaudience. À la suite des expériences concluantes de 2020 et 2021, nous avons pu démontrer les avantages de cette solution, utilisée au gré des confinements sanitaires. Vous le savez tous maintenant, il s'agit de l'outil TICSEO, qualifié par l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information et recommandé par la CNIL. Je tiens à saluer ici tout particulièrement mon vice-président, Victor Geneste, qui nous a guidés vers un choix 100% sécurisé avec beaucoup de conviction. Cet outil apporte, vous l'aurez compris, de nombreuses garanties en matière de souveraineté numérique, notamment lorsqu'il s'agit d'audiences de procédures collectives à fort enjeu économique. Évoquons ensuite les états généraux de la justice. Début juillet, nous avons pris connaissance du rapport du comité Sauvé, intitulé « Rendre justice aux citoyens ». L'un de ces tomes est consacré au sujet abordé par le groupe de travail « Justice économique et sociale ». Depuis lors, Monsieur le garde des Sceaux a convié par 2 fois le Conseil national à participer à des réunions de concertation pour déterminer le cadre vers lequel pourraient prochainement évoluer les juridictions commerciales. Le tribunal des activités économiques, envisagé dans un premier temps à travers une expérimentation, permettrait d'élargir la sphère de compétences des tribunaux de commerce. Le Conseil national a manifesté son soutien auprès des juges consulaires afin d'apporter toute l'aide relevant de notre champ de compétences. J'ai déjà eu l'occasion de l'exprimer, ces états généraux constituent un temps extraordinaire. L'engagement du président de la République et celui du garde des Sceaux doivent être salués et accompagnés. Ce dernier, lors de son audition la semaine dernière devant la commission des lois de l'Assemblée nationale, a indiqué, je cite, « Je n'oublie pas la justice économique qui est un de nos joyaux ». Notre profession a toujours été force de proposition et nous nous avons donc adressé une série de recommandations visant à améliorer la lisibilité et l'accessibilité de la justice commerciale, notamment à travers des aménagements réglementaires. J'évoquais il y a quelques instants les risques liés à l'éloignement du justiciable. Au cœur de l'été, avec le gouvernement de Polynésie française et le ministère de la Justice, nous avons pu convenir d'un cadre de coopération permettant d'offrir à nos compatriotes polynésiens la même qualité de service que celle apportée aux entrepreneurs et justiciables ultramarins depuis 2019 à l'occasion du transfert de compétences vers les greffes des tribunaux de commerce. Je tiens à remercier ici notre confrère Didier Houlneau, président honoraire de la profession, et notre désormais ancien confrère Francis Léger pour la mission d'audit qu'ils ont accomplie sur place, sous des cieux accueillants, aux côtés de la direction des services judiciaires et avec tous les interlocuteurs locaux. Le fruit de cet engagement permettra, je l'espère, de relever une fois de plus le défi d'un transfert de compétences qui impose de viser l'excellence pour remporter l'adhésion de toutes les parties prenantes, au bénéfice des justiciables et des acteurs économiques. Dressons à présent le bilan d'une année menée au service du rayonnement de la France en Europe et à l'international. Notre profession a réussi cet été le passage à la 3e version du dispositif d'interconnexion des registres du commerce et des sociétés européens, pour lequel la France est raccordée depuis 2017 via Infogreffe. Merci au président de Dionne Mpouki et aux équipes du GIE et à celles des différents prestataires informatiques de la profession, suivis par les présidents des groupements informatiques présents dans cette salle. Le maintien d'une très haute exigence de qualité et la réactivité de tous permet de crédibiliser la voix française, notamment parmi les États membres. À cet égard, au printemps 2023, notre profession aura l'honneur d'accueillir et d'organiser la conférence annuelle de l'Association des teneurs de registres européens. Une fois encore, nous ferons valoir les atouts de ce que j'appelle les registres à la française. Cette exception culturelle, celle des registres à la fois préventifs et répressifs, a été directement valorisée par les inspecteurs internationaux du GAFI, Groupement d'action financière. Ces experts internationaux ont ausculté les mesures prises par la France en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Le rapport d'évaluation mutuelle de la France, rendu public au mois de mai dernier, a relevé l'efficacité du registre du commerce et du registre des bénéficiaires effectifs. Aux côtés de notre délégué national à la lutte contre la fraude, Pascal Daniel,
Nous avons défendu le modèle de notre pays et celui-ci a été reconnu. La France se place au premier rang des pays qui luttent efficacement contre la criminalité financière. La coopération et la concertation permanente avec le président du Conseil d'orientation de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, Didier Banqui, et avec les équipes de la Direction générale du Trésor ont permis d'atteindre ce résultat inédit. Soyons-en fiers. Les échanges avec les experts internationaux ont mis en lumière le rôle des greffiers des tribunaux de commerce en tant que vigies économiques répartis sur l'ensemble du territoire national au fait des atypismes locaux et réactifs dans la remontée d'informations, notamment vers Tracfin. Le Conseil national a d'ailleurs renouvelé, il y a quelques mois, sa convention de partenariat avec Tracfin, signe supplémentaire de notre engagement au service de cette mission de police économique. Il s'agit tout simplement de notre ADN. Nous n'avons pas de clients, nous n'avons que des usagers. Nous sommes là pour les protéger et sécuriser la sphère économique. Le GAFI a invité la France et notre profession à généraliser le recours au dispositif DocVerif. Une expérimentation initiée il y a 3 ans avec le ministère de l'Intérieur bénéficie depuis le mois de juillet d'un cadre réglementaire et nous allons ainsi pouvoir étendre son utilisation aux 141 greffes dès ce mois d'octobre, de concert avec l'Agence nationale des titres sécurisés. Nous allons ainsi accroître la lutte globale contre la criminalité financière en vérifiant de façon extrêmement sécurisée les pièces d'identité délivrées par l'État français. Le GAFI a également invité la France à agir pour une plus grande transparence du secteur associatif et à faciliter la détection des personnes politiquement exposées. Sur ces 2 thématiques, notre profession a formulé des propositions aux différents ministères concernés et reste pleinement disposée à travailler à divers scénarios permettant de renforcer l'arsenal de défense économique de notre pays. Dans le sillage des auditions du GAFI, le Conseil national a présenté le registre des bénéficiaires effectifs aux membres du G7, au Trésor américain, canadien, japonais, directement intéressés par l'agilité et la rapidité de mise en œuvre, mais aussi par les moyens humains et techniques nécessaires à sa création. Ce partage de connaissances, hors de nos frontières, a conduit notre profession à Bucarest, sous l'égide de la Fondation pour le droit continental, pour dialoguer sur le thème de la transparence financière et de l'éthique. Et dans quelques semaines, nous nous rendrons en Tunisie, en marge du sommet de la francophonie organisé à Djerba, pour participer au lancement d'une alliance des teneurs de registres francophones à l'initiative de M. Adel Chouari, directeur général du registre des entreprises tunisien, ici présent et que je salue. Nos partenariats s'intensifient. Ces derniers mois, nous avons renouvelé et initié plusieurs collaborations avec l'École nationale de la magistrature, l'Observatoire de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, la communauté des entreprises à mission, APESA, la médiation nationale du crédit, le médiateur national des entreprises et tous ceux à venir. Je pense aussi à notre observatoire statistique, suivi de près par Sophie Orlet, membre du bureau, pour satisfaire au mieux les besoins de nos interlocuteurs. Et naturellement, j'ai une pensée toute particulière pour les juges, nos partenaires du quotidien. Avec Madame la Présidente de la Conférence Générale des Juges Consulaires, Sonia Arroas, nous avons organisé en juin dernier un webinaire destiné aux juges et aux greffiers pour évoquer les sujets numériques qui nous lient, de l'information légale à la signature électronique des décisions, et devant nous mener à mettre en œuvre l'open data des décisions au plus tard le 31 décembre 2024. Nous avons encore un peu de temps, quoique les Saint-Sylvestre qui paraissent lointaines approchent parfois très rapidement. Je pense ici au 31 décembre 2022, appelé à marquer une étape importante. Dès le lendemain, entrera en vigueur la réforme des sûretés mobilières. L'année 2022 a débuté avec le transfert de compétences des hypothèques maritimes et s'achèvera avec de nouvelles modalités d'accès aux sûretés mobilières. En effet, notre profession s'est vue confier la mise en œuvre du portail d'accès aux informations contrôlées dans les 141 registres tenus par les greffiers. Ce projet est ambitieux, je dirais même audacieux, en raison des délais particulièrement contraints pour répondre aux exigences fixées par le gouvernement. Pour ajouter à la saveur d'un projet mené tambour battant, notre profession a fait le choix d'une rupture technologique, la blockchain. Ainsi, nous ajouterons à la certification juridique des informations leur certification électronique. Je souhaite d'ores et déjà remercier Bertrand Dubujadou, membre du bureau,
qui œuvrent quotidiennement pour coordonner ce projet et le faire aboutir dans les temps, ainsi que Thierry Marquet-Paquier, également membre du bureau, qui a aidé à bâtir les premières fondations avec le nouveau-né registre des hypothèques maritimes. Toutes nos énergies sont concentrées sur ce dossier. Nous n'avons pas d'autre choix que de réussir, car pour ce projet, il n'est pas prévu de procédure de secours, ni d'ultime recours. Ces termes peuvent paraître alarmistes. Ils renvoient pourtant à un autre projet qui doit voir le jour au 1er janvier 2023, le guichet unique des formalités d'entreprise. Pour faire simple, aujourd'hui, un créateur d'entreprise s'adresse au centre de formalité des entreprises en fonction de sa compétence artisanale, commerciale, libérale, agricole, pour accomplir ces formalités. Pour faire encore plus simple, si ce même créateur doit s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés pour obtenir son cabis, il peut s'adresser directement au greffe. Et il peut le faire soit au guichet, soit par courrier, soit par Internet via le site infogreffe.fr. Le choix lui est laissé. Au 1er janvier 2023, demain donc, ce créateur d'entreprise n'aura plus le choix. Il devra utiliser la voie unique du guichet électronique conçue par la mission de simplification et de modernisation des formalités d'entreprise. Alors soyons factuels. Nous collaborons avec l'Institut national de la propriété industrielle depuis le démarrage de ce projet, chaque jour et dans le périmètre qui nous est dévolu. Les 141 greffes sont connectés à cet outil depuis son ouverture en juillet 2021. Pendant ces 6 premiers mois, le site du guichet unique a été réservé aux mandataires professionnels des formalités. Nous n'avons reçu de leur part aucune formalité. Puis le site a été ouvert au public en janvier 2022. Au 30 septembre, soit en 9 mois, nous avons reçu 12 000 formalités de création d'entreprise via le guichet unique, contre 420 000 au total par les autres canaux. Parmi ces formalités du guichet unique, 2 tiers font l'objet d'au moins une réclamation de pièces ou renseignements complémentaires, contre 1 tiers habituellement, générant des interactions supplémentaires et ralentissant la création d'entreprises. 20% des formalités ont finalement fait l'objet d'un refus définitif pour non-conformité aux exigences législatives ou réglementaires, contre moins de 10% habituellement. Et 90% des formalités validées correspondent à des auto-entrepreneurs. Et pour l'instant, nous n'avons pas reçu de formalités modificatives ni de radiation d'entreprise. Ces statistiques traduisent très concrètement la réalité du terrain, celle qui peut être observée quotidiennement dans nos greffes, à nos guichets, au gré des courriers et des appels téléphoniques des déclarants, souvent exaspérés pour ne pas dire désespérés, car leurs dossiers ne nous parviennent pas ou ne peuvent pas être valablement régularisés en ligne. Ainsi, alors que tout paraissait simple, le quotidien des chefs d'entreprise vient à se compliquer. Si jusqu'à présent nous pouvions répondre aux interrogations des déclarants, voilà que nous glissons petit à petit vers de l'incompréhension, de l'éloignement et de l'exclusion. Quel service rendons-nous à l'usager lorsque nos réponses se limitent à dire « Désolé, nous n'avons pas la main sur votre dossier, il faut le reprendre, et si cela ne fonctionne pas, il faut contacter l'INPI ». Quelle image notre pays renverra-t-il lorsqu'à compter du 1er janvier prochain, nous indiquerons aux déclarants qui souhaitent créer ou modifier leur entreprise directement auprès de nos guichets « Désolé, nous ne pouvons pas prendre votre dossier, il faut aller sur Internet pour le remplir en ligne ». Quelle ambition porte notre pays pour son tissu entrepreneurial ? Nous le savons pertinemment, la France n'est pas seulement faite de start-upers adeptes des nouvelles technologies. Nous y revenons, la fracture numérique existe. Dans notre pays, elle n'épargne pas le monde entrepreneurial. Nous ne pouvons, ni même ne devons l'ignorer. Je le disais, actuellement le fonctionnement est très simple pour obtenir son cabis. La France peut être fière de ses actuels délais de création d'entreprise, notamment en comparaison de ses voisins européens. Nous les immatriculons et leur délivrons leur cabis en 24 heures. Quel sera le rang de la France dans leur rapport Doing Business en 2023 ? Cela pose beaucoup de questions sans réponse. Le très récent rapport public de France Stratégie, institution autonome placée auprès de la Première ministre, relève avec acuité l'état de ce projet. Monsieur le ministre de l'Économie a demandé début septembre que soit mené un audit flash. Les conclusions de cet audit doivent être rendues le 15 octobre. Nous serons à 2 mois de la date fatidique.
pour éviter ce qui risque de ressembler à une dégradation du service actuel, ou même une forme de crash industriel, une procédure de secours et une voie d'ultime recours sont actuellement à l'étude. L'inquiétude des professionnels des formalités, des professions juridiques et du chiffre, des représentants des entreprises m'oblige aujourd'hui à évoquer ce triptyque. Le plan A, le site du guichet unique, n'est aujourd'hui pas pleinement opérationnel. Le plan B, la procédure de secours, consisterait à utiliser l'ancien site du guichet entreprise, prédécesseur du guichet unique. Le plan C, dénommé ultime recours, consisterait à renvoyer les déclarants vers les futurs ex-CFE qui se préparent pourtant à fermer leurs portes en utilisant uniquement la voie papier. Je l'ai dit plus tôt, notre profession ne manque pas d'idées ni de dynamisme. Nous avons démontré que l'État pouvait se reposer sur nos services en réglementant nos missions et en contrôlant directement notre exercice. Face à toutes ces incertitudes, ces questionnements et cette course contre la montre, nous avons donc un plan A' à proposer, en cohérence avec l'élargissement envisagé des compétences des tribunaux de commerce, en harmonie avec les recommandations du GAFI et les standards internationaux de la lutte contre la criminalité financière, et en adéquation avec la maîtrise des finances publiques. Ce plan A' permettrait de mettre à disposition de l'État, aux couleurs du drapeau français, notre plateforme Infogreffe. Nous avons reçu 2,5 millions de formalités par ce canal en 2021. Ce plan A' permettrait de faire évoluer notre plateforme pour y accueillir les 20% d'entités économiques qui, à ce jour, ne sont pas encore immatriculées au registre du commerce et des sociétés et qui auront vocation à comparaître, en cas de difficulté, devant les futurs tribunaux des activités économiques. Ce plan A' permettrait aux greffiers d'accueillir les déclarants au guichet pour les aider à saisir en ligne les informations qu'ils souhaitent renseigner. Ce plan A' permettrait d'encadrer le tout à l'aide d'une convention conclue entre l'État et notre profession en fixant des objectifs et un cap revu régulièrement. En conclusion, ce plan A' permettrait de mettre en œuvre la réforme de la loi Pacte, de respecter les exigences du législateur, d'offrir un dispositif efficient au service de l'intérêt général, le tout sans peser sur les finances publiques. Ne pas proposer ce plan A' serait une erreur de notre part. Notre profession se tient prête. Il est encore temps et encore possible de rectifier le tir par le haut au service de l'économie et de la justice de notre pays. Merci pour votre attention.